Bonjour Aurélie Luneau, bonjour à tous. Les chemins de la connaissance, cette semaine, les mondes de Bouddha. Aujourd'hui, Satori à Paris avec Éric Romeluer, enseignant de la tradition zen et vice-président de l'Université bouddhique européenne. Éric Romeluer, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, 8 décembre, est une date très importante pour tous les bouddhistes japonais. Oui, effectivement, ce 8 décembre est un jour particulièrement important dans tout l'ensemble du bouddhisme extrême-oriental au Japon, et plus particulièrement dans cette tradition zen japonaise. Puisqu'en effet, le 8 décembre est le jour de la célébration de l'illumination du Bouddha. Le 8 décembre, donc c'est ce jour, un jour où il y a un certain nombre de cérémonies, et plus particulièrement dans cette tradition zen, il y a quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que aujourd'hui se termine dans la plupart des temples, des monastères de cette tradition zen, une retraite qui a duré 7 jours, suivant cette idée que le Bouddha, un jour, s'est assis au pied d'un arbre et pendant 7 jours à méditer en essayant de trouver la réponse à ces questions. Et on dit, au matin de ce 8 décembre, qu'il s'est éveillé. Donc c'est ce moment-là, et particulièrement dans cette tradition, il y a une manière très particulière de revivre cet éveil, cet élan intérieur, et pendant 8 jours, les moines s'astreignent à méditer quasiment jour et nuit. Et l'on considère que ces 7 jours ne font qu'une seule journée qui s'est achevée ce matin dans tous les temples zen japonais, et même actuellement en France ou en Europe, puisqu'un certain nombre de centres se sont développés et que plusieurs centres ont proposé cette retraite de 7 jours. C'est une épreuve initiatique pour certains. Oui, alors surtout dans cette tradition, c'est peut-être ce moment où les moines peut-être essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être un côté surprenant, puisque dans de nombreux temples au Japon, quasiment les moines ne dorment pas. Ou peut-être s'ils dorment, ils dorment que quelques heures, ou même parfois on ne leur autorise qu'à dormir assis, en position de lotus. C'est quelque chose de peut-être pour nous difficile à saisir, à comprendre, et pourtant c'est d'essayer peut-être de vivre dans sa chair même l'élan qu'avait le Bouddha Shakyamuni il y a maintenant plus de 2500 ans. Alors, donc, Éric Romeluer, aujourd'hui, célébration de l'éveil, de l'éveillé. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que l'éveil ? C'est aussi cette question où tous ces moines essaient justement de toucher cette réalité. Alors c'est vrai que la présentation de la figure du Bouddha dans la tradition zen est légèrement différente de la présentation de l'identité du Bouddha dans d'autres traditions, et particulièrement dans les traditions indiennes. On a vraiment dans tout l'imaginaire. Donc on le dit qu'il s'assoit pendant 7 jours. Au bout des 7 jours, donc, il est en méditation, simplement le jour commence à poindre et il lève les yeux. Et il voit l'étoile du matin, Vénus. Et à ce moment-là, il a donc ce que l'on appelle le Satori, l'éveil. Et voilà, à partir de ce moment-là, c'est ce moment inaugural à partir duquel il va enseigner. Et on dit que dans cette tradition, les premiers mots qu'il dit en s'éveillant sont « Moi et tous les êtres sensibles sur la grande terre avons simultanément réalisé l'éveil ». Ce qui peut paraître comme ça paradoxal, puisque les autres êtres n'ont pas réalisé l'éveil. Et donc, peut-être au Japon, aujourd'hui, ces moines ont essayé de simultanément réaliser l'éveil. Alors on va essayer en tout cas de célébrer à notre manière cette journée importante, Éric Romeluer, et je vous propose, pour revenir si vous voulez dans la chronologie historique et évoquer notamment l'arrivée du bouddhisme au Japon, d'écouter un texte intéressant, puisque le bouddhisme
est arrivé donc par la Chine au Japon, par la Corée plus précisément, mais on va voir ça un peu dans le détail. Et donc dans ce texte extrait des Nouvelles études d'histoire religieuse, Ernest Renan, l'un des premiers occidentaux à s'être intéressé de si près au bouddhisme, nous fait une comparaison intéressante justement entre l'Inde, berceau du bouddhisme, et la Chine, qui est aussi une grande terre de bouddhisme. Parmi les contrastes que présente l'infinie variété de l'esprit humain, celui de l'Inde et de la Chine est peut-être le plus frappant et le plus propre à montrer dans combien de proportions diverses peuvent s'allier les facultés intellectuelles et morales qui composent notre nature. Jamais des qualités et des défauts opposés n'établirent entre deux races un plus complet désaccord. Depuis 4 ou 5 000 ans que dure son histoire, la Chine nous offre le spectacle unique, ce me semble, d'une société fondée sur une base purement humaine, sans prophète, sans messie, sans révélateur, sans mythologie, d'une société uniquement calculée pour le bien-être temporel et la bonne organisation de ce monde. L'Inde, de son côté, nous offre le spectacle non moins surprenant d'une race exclusivement spéculative, ne vivant que de l'idéal, bâtissant sa religion et sa littérature dans les nuées sans aucun mélange d'éléments historiques ou réels. Le trait caractéristique de l'esprit chinois est la négation du surnaturel. Ce qu'il ne peut pas comprendre n'existe pas pour lui. Confucius, l'incarnation du génie chinois, n'est qu'un économiste et un moraliste. On raconte que, lorsque ses disciples transportaient la conversation sur les choses divines, il gardait le silence ou se tirait d'embarras par cette interrogation ironique. « Connaissez-vous assez bien les choses de la terre pour vous occuper de celles du ciel ?» L'Inde, au contraire, perdue dans la contemplation de l'infini, a épuisé son activité dans la création d'une exubérante mythologie et d'innombrables systèmes de métaphysique, sans que l'étude de la nature, de l'homme et de l'histoire lui ait semblé digne d'arrêter un moment sa pensée. Éric Rommeluer, je crois que Renan a bien vu quand même le subtil dosage de distance et d'ironie, de légèreté aussi de l'esprit chinois. Oui, je ne connaissais pas ce texte qui est ancien, puisque Renan c'est 19e, mais qui en même temps touche effectivement un point très très intéressant. Ça veut dire l'écart entre l'Inde et la Chine. Une Inde que l'on pourrait caricaturer, puisque là dans le texte il y a une sorte de peut-être d'excès dans la caricature, de présenter l'Inde comme spéculative et quasiment la Chine comme étant anti-spéculative. En même temps, c'est loin d'être faux. Il y a vraiment une distance où effectivement l'Inde a eu une tradition, on pourrait dire, des traditions même philosophiques, spéculatives, mythologiques, comme le dit très bien Renan, et la Chine est assez loin de toutes ces problématiques. Même la question des mythologies, etc., se présente complètement différemment. Et donc, dans cette acculturation du bouddhisme en Chine, les Chinois eux-mêmes ont eu de nombreuses interrogations. Tellement peut-être ce qu'ils percevaient du bouddhisme leur était tellement éloigné. Et c'est vrai que le bouddhisme indien s'est développé donc pendant quelques siècles avant qu'il atteigne les terres chinoises, des traditions vraiment ce qu'on pourrait appeler philosophiques qui se sont développées, notamment l'école du milieu, l'école de la conscience, qui sont des façons d'appréhender la doctrine bouddhique avec une approche assez philosophique, qui n'est pas si éloigné de nos spéculations, on va dire, philosophiques qui viennent des Grecs. Donc, il y avait cet aspect-là qui était là. Et en Chine, voilà, les Chinois n'ont pas cette tradition. Et peut-être les spéculations, pour eux, c'était très, très étrange. Notamment, par exemple, cette notion même de transmigration, de renaissance, qui est, on pourrait dire, un des principes essentiels du bouddhisme. Et les Chinois qui sont des hommes, on pourrait dire pragmatiques, très ancrés dans la terre, toutes ces notions de
transmigration, de renaissance, ça ne leur a guère parlé. Et au début, lorsque le bouddhisme s'implante dans l'empire du milieu, il y a des interrogations très très fortes et qui sont un rejet du confucianisme, mais pour des raisons parfois étranges, c'est-à-dire que les confucianistes se sont retrouvés d'une certaine manière dans un certain nombre de thèmes du bouddhisme mahayaniste. Au début, c'est difficile. Donc justement, on pourrait dire dans l'acculturation, d'abord c'est le bouddhisme indien qui s'implante. Et il y a de nombreuses interrogations où justement les confucianistes disent le bouddhisme est une tradition totalement étrangère à la Chine et d'une certaine manière, elle n'a rien à faire dans nos contrées. Donc il y a ce sentiment à la fois donc de rejet, en même temps de fascination. Et il va y avoir plus encore du côté des taoïstes d'ailleurs. Alors, c'est aussi toujours la difficulté d'appréhender. Qu'est-ce qu'on appelle confucianisme, qu'est-ce qu'on appelle taoïsme, qu'est-ce qu'on appelle bouddhisme. Il va y avoir donc ces mouvements qui sont encore des mouvements peu structurés. Par exemple, au moment où se développe le bouddhisme en Chine, et c'est un peu sous l'influence du bouddhisme que ces traditions vont se structurer, et qu'il va y avoir des rapports qui vont se mêler. Donc, et le zen, comme d'autres traditions, est une sorte de réponse, parce que c'est la question, le zen, est-ce que c'est du bouddhisme, est-ce que c'est du taoïsme, puisque lorsque les premiers occidentaux se sont intéressés à cette tradition qu'on appelle le zen, ce qu'ils ont vu, c'est surtout l'aspect chinois. On pourrait dire presque l'aspect taoïste. Et certains, les premiers dans les années 50, qui sont Alan Watts par exemple, des premiers occidentaux qui s'intéressent à cette tradition, disent, en fait, ce n'est pas du bouddhisme, c'est quelque chose qui a un vernis bouddhique, mais qui au fond est typiquement chinois, typiquement taoïste. Ça, c'est très présent. Alors, très rapidement, Éric Rommeluber, le taoïsme, c'est donc un des grands courants spirituels de la Chine, illustré par des grands noms comme Lao Tzu, Chuang Tzu, Li Tzu, qui ont exprimé justement cette âme chinoise d'une manière extraordinaire. Alors il y a eu effectivement entre taoïsme et bouddhisme Chan pas une fusion, mais comment dire, ni même un syncrétisme, mais un intérêt réciproque. Tout à fait, dans le sens où effectivement la Chine a un substrat confucianiste, qui est on pourrait dire le moteur, qui vraiment structure toute la vie, toute la société. Il y a également cette tradition qui est une tradition d'hérémétisme, qui est le taoïsme, une sorte de retrait du monde, qui est là. En même temps, lorsque donc le bouddhisme s'acclimate, le bouddhisme va prendre vraiment cette coloration et va prendre effectivement une coloration que l'on pourrait qualifier de taoïste. Et ces trois traditions vont se développer, on pourrait dire, de concert, avec à la fois des regards de distanciation, des regards de fascination, et au fur et à mesure qu'ils vont se développer, des interactions. Par exemple, le taoïsme a emprunté beaucoup de choses au bouddhisme. Dans sa version, on pourrait dire, dernière, par exemple celle des Song, celle qui se développe entre le 10e et le 13e siècle. Par exemple, on va calquer un corpus littéraire. Les taoïstes vont créer un corpus littéraire qu'ils n'avaient pas sur un modèle du canon bouddhique, vont emprunter même des terminologies aux bouddhistes. Et inversement, le bouddhisme va emprunter à ce fond taoïste. Et il y a même à une époque qui est l'époque, on pourrait dire l'époque Song, c'est dans les siècles des 12e, 13e siècle, une tradition réellement syncrétiste où les nombres de Chinois vont considérer qu'il y a 3 traditions qui ont leur spécificité propre, mais qui portent le même message. Donc bouddhisme, confucianisme, taoïsme. Et il disait 3 en 1. Ou 1 en 3, avec aussi d'autres des moines, notamment bouddhistes ou taoïstes, qui vont refuser cette association ou cet amalgame. Donc c'est très difficile de
ressentir peut-être parfois la spécificité du zen, tradition que je considère comme étant vraiment spécifiquement bouddhiste, mais qui s'est tellement acculturée avec l'identité chinoise que, effectivement, comment définir sa spécificité? C'est pas toujours très facile. Avant d'évoquer l'arrivée justement de ce bouddhisme déjà très syncrétique de la Chine et très identifiable, très particulier, voici la voix de Bernard Franck, disparu en 1996, qui a été donc le premier titulaire de la chaire de civilisation japonaise au Collège de France et l'un de nos grands orientalistes, grands spécialistes de la civilisation japonaise. Qu'est-ce que c'est que le bouddhisme? Vous savez, je me méfie des définitions. Il est certain en tout cas que le bouddhisme se présente dans l'histoire du Japon sous la forme de plusieurs grands courants. Le bouddhisme du Tendai et le bouddhisme Shingon, qui est le bouddhisme ésotérique, qui ont fleuri à l'époque de Heian. Plus tard, le bouddhisme amidiste, le bouddhisme de dévotion au Bouddha Amida et à la croyance aux renaissances dans la terre pure. Et puis, le bouddhisme de Nichiren, qui est d'une certaine manière une résurgence du Tendai. Et puis, le bouddhisme zen. Voilà les grands courants du bouddhisme. Vous voyez que le zen n'est qu'un parmi les autres. À partir d'une certaine époque, il a exercé une influence particulièrement grande sur la pensée, sur l'art, sur la peinture, sur le no, sur toutes sortes de disciplines. C'est ce qui fait qu'on lui prête une attention particulière. Mais, à mon sens, s'il a une singularité, c'est plutôt une singularité de méthode. Mais sa pensée ne diffère pas toujours, ne se singularise pas toujours par rapport à celle des autres doctrines. Par exemple, nous sommes identiques au Bouddha. Eh bien, voilà une doctrine qui est répandue dans le bouddhisme dit du grand véhicule, qui s'y est répandue très tôt, déjà qui est connue dans l'Inde, où la notion de tatata, d'incité, de conformité de tous les phénomènes avec une sorte de modèle unique était bien connue. Nous retrouvons dans le bouddhisme ésotérique l'idée de la bouddhéité en ce propre corps, c'est-à-dire l'idée qu'il est possible d'atteindre l'état de Bouddha dès cette vie, tel que nous sommes, et non pas seulement dans l'au-delà, après des renaissances nombreuses ou dans des mondes lointains. Vous voyez qu'un certain nombre de dogmes, ou disons de points de vue que le zen a développés, ne sont pas pour autant inconnus des autres courants du bouddhisme. Voilà, c'était Bernard Franck en octobre 1969. Alors je suis très touché d'entendre Bernard Franck, qui était l'un des grands, sinon le grand spécialiste du bouddhisme japonais au cours des dernières années, qui était un peu le successeur de Paul de Miéville, qui avait développé toutes les études bouddhiques dans le monde francophone, puisqu'il était d'origine suisse, Paul de Miéville. Et Bernard Franck était vraiment quelqu'un qui vraiment avait, lui-même n'était pas bouddhiste, mais il avait une réelle fascination, c'est-à-dire que son rapport au bouddhisme était vraiment très charnel, et je suis très touché. Aujourd'hui, il y a peu de successeurs de Bernard Franck, ce qui est un peu dommage dans le domaine francophone. Il y a Jean-Noël Robert qui enseigne à Paris, ou Bernard Faure qui enseigne à l'université de Stanford en Californie. Et ces hommes ont apporté vraiment développé, on pourrait dire, toutes ces études et ont offert de nouveaux horizons à la perception du bouddhisme pour nous autres occidentaux. Alors, Éric Romeluer, le bouddhisme arrive au Japon au VIe siècle, depuis la Corée, grâce à une ambassade, porteuse d'une statue de Bouddha, d'une lettre et de copies de sutras. Donc la représentation imagée, l'ambassade et les textes doctrinaux. Oui, alors l'implantation donc du bouddhisme au Japon est d'une certaine manière
beaucoup plus facile, dans le sens où l'histoire japonaise commence, grosso modo, à peu près à cette époque, où le Japon donc va essayer de calquer un certain nombre de traits de la Chine. Donc on va importer l'écriture, on va importer des modes de gouvernement et on va importer les religions, et notamment le bouddhisme. Et là, on pourrait dire on considère que la création d'un Japon, on va dire moderne, en tout cas qui sort de la préhistoire, c'est la constitution de l'empereur Shotoku Taishi. Très inspiré par le bouddhisme. Voilà, et qui à la fois, c'est aussi très intéressant, c'est-à-dire qu'il écrit une constitution, alors c'est peut-être pas lui, c'est son gouvernement, mais on lui prête l'écriture de cette constitution, et cette constitution commence par l'hommage aux 3 trésors, l'hommage au Bouddha, au Dharma, au Sangha, qui sont les joyaux de l'enseignement bouddhique, qui sont tout pratiquants, tout fidèles bouddhistes à un rapport tout particulier avec Bouddha, Dharma, Sangha. Et en même temps, cette constitution... Il s'agit bien, je le précise, pardonnez-moi, Éric Rommeluaire, d'une constitution politique. Tout à fait, et qui en même temps intègre de nombreuses considérations confucianistes. Donc il y a une sorte de belle harmonie, de mixité, de proposer à la fois donc une structure sociale, politique, gouvernementale, avec à la tête donc un empereur et tout un mode de gouvernement, et en même temps des religions. Et c'est vrai qu'aussi donc, comme dans toute l'Asie, le bouddhisme va se développer comme étant aussi des religions d'État. Donc ça, c'est aussi très important, avec la facilité offerte et en même temps tous les compromis qui ont été nécessaires pour que ces écoles survivent. Alors l'autre grande religion populaire à laquelle le bouddhisme arrivant a dû se confronter, c'est le shintoïsme. Alors, est-ce que... Au Japon, on parle évidemment du Japon. Tout à fait. Alors, peut-être il y a une rectification, c'est-à-dire que peut-être déjà le terme même de shintoïsme, qui implique peut-être quelque chose de structuré, d'établi, c'est en fait quelque chose de très moderne. Les Japonais donc disent plutôt Shinto, ça veut dire la voix des kami, la voix des dieux. Mais tout au long de l'histoire, il n'y a pas eu de véritable structure religieuse, bien sûr, quelques temples, etc. Mais c'est plutôt un fond religieux. Et c'est vrai que le bouddhisme, en s'implantant au Japon, a toujours eu à cœur, et comme dans tous les pays asiatiques, d'intégrer plutôt que d'exclure les cultes populaires, etc. Et donc, même à une certaine époque, il y a eu on pourrait dire presque un syncrétisme entre ces traditions locales et ces traditions bouddhiques, où justement les kami étaient identifiés à des bouddhas. Par exemple, il y a eu toute une tradition d'identifier la déesse Amaterasu, qui est on pourrait dire la mère du Japon, et toute la lignée des empereurs remonte à cette déesse. La déesse de la lune, déesse du soleil. Et justement, on l'identifie à Vairocana, le grand Bouddha, qui en japonais on traduit par Dainichi, qui veut dire donc le grand soleil. Donc il y a des c'est un soleil à qui il arrive de se cacher. Oui. Mais Dainichi, justement, lui, illumine complètement. Mais et aujourd'hui encore, si l'on va dans tous les temples au Japon, qu'ils soient zen ou qu'ils soient d'autres traditions, il y a vraiment ce fond religieux, la religiosité qui est omniprésente. Et dans tous ces temples, on n'honore pas simplement des divinités bouddhiques, mais on va se concilier toutes les divinités du lieu, tous les kami. Moi-même, je suis proche d'un temple qui se trouve dans la préfecture de Shizuoka, et dans ce temple, le temple est littéralement habité par tous ces kami, tous ces dieux, toutes ces divinités qui sont là présentes. Il y avait également des monastères communs, et alors très vite deux grands courants se dessinent. Bernard Franck nous le rappelait à l'instant, deux écoles importantes, l'école Tendai et l'école Shingon. Oui, avant même que le zen apparaisse. Oui, alors c'est toujours dans ce
dans ce sillage, on pourrait dire, politique. Tout au début, donc, un certain nombre d'écoles s'implantent justement à cette époque que vous citiez, à partir du 6e, 7e siècle, et va émerger 2 siècles après 2 grandes écoles qui auront les faveurs du gouvernement et qui seront, on pourrait dire, les 2 uniques. Elles seront pas on pourrait dire plutôt les 2 principales écoles, donc l'école Tendai, l'école Shingon, qui sont, on pourrait dire, des écoles tantrique à la manière des traditions qu'on l'on voit aujourd'hui au Tibet et dans toute l'ère indo-himalayenne. Et en fait, il y avait une protection gouvernementale et ces 2 traditions étaient les principales. Au XIIIe siècle, il y a beaucoup de reconfigurations qui sont politique, sociale. De la dictature militaire des shoguns. Voilà, c'est ça. Donc, il y a une sorte de bouleversement complet qui, effectivement, en premier, politique. C'est-à-dire que l'empereur, même s'il reste un empereur, n'est plus qu'un empereur de pacotille. Peut-être pas de pacotille, mais en tout cas, le pouvoir réel est détenu par le shogun. Avec aussi des cataclysmes, raz-de-marée, etc., sur lesquels il y a une sorte comme ça de... Les gens de cette époque disent: que se passe-t-il dans notre pays? Et sur ce fond va émerger de nouvelles écoles qui peut-être 100 ans ou 200 ans auparavant n'auraient jamais pu émerger. Donc c'est effectivement cette tradition zen. Il y a, comme disait donc Bernard Franck, des écoles qu'on a qualifiées d'amidistes, de la dévotion au Bouddha Amida, et il y a enfin le bouddhisme de Nichiren, qui sont autant de réponse à toutes ces reconfigurations sociales, politiques. Vous connaissez Erich Fromm, le psychanalyste allemand, considéré comme proche de l'école de Francfort. Il a co-signé avec Suzuki et Martineau, mais essentiellement Suzuki, un ouvrage donc sur le bouddhisme zen, et il nous donne sa version du Satori. Le Satori n'est pas un état d'esprit anormal. Ce n'est pas un état de transe où la réalité s'évanouit, ce n'est pas un état d'esprit narcissique comme il apparaît dans certaines manifestations religieuses. Si c'est quelque chose, c'est notre état d'esprit tout à fait normal. Comme le déclarait Osho, le zen est notre esprit quotidien. Qu'une porte s'ouvre vers l'intérieur ou vers l'extérieur dépend de la position de ses goûts. Le Satori a un effet particulier sur celui qui l'éprouve. Toutes vos activités mentales travailleront sur un autre mode qui sera plus satisfaisant, plus joyeux, plus apaisant que tout ce qui aurait été éprouvé jusqu'alors. La tonalité de la vie sera transformée. Il y a un pouvoir de rajeunissement dans la possession du zen. Au printemps, les fleurs paraîtront plus belles, et dans les montagnes, les ruisseaux couleront plus frais, plus cristallins. Erich Fromm, donc, sur le Satori. Alors, l'une des grandes idées du bouddhisme zen, Eric Romeluer, on n'a pas le temps de beaucoup développer, hélas, c'est cette idée exprimée par le zazen, la méditation zen, que culture et éveil sont un. C'est-à-dire la pratique, la méditation ne mène pas à l'éveil, elle est déjà elle-même éveil. Oui, c'est peut-être quelque chose de difficile à comprendre. C'est cette tradition du grand véhicule, peut-être à radicaliser quelques aspects du bouddhisme en disant, voilà, si vous cherchez l'éveil, jamais vous le trouverez. Et en même temps, si vous ne le cherchez pas, jamais non plus vous le trouverez. Donc la question c'est, comment faire pour s'éveiller, comment toucher? Et c'est vrai qu'une des réponses, c'est effectivement de pratiquer la méditation, dans le sens où dans cette tradition zen, la méditation n'est pas on pourrait dire une technique, une méthode, c'est laisser s'ouvrir la dimension éveillée de notre être profond. Peut-être difficile à saisir, donc toujours l'injonction qui est proposée, c'est essayer, méditer. Dans le texte de Fromm, il y a effectivement cette notion de ce n'est pas quelque chose de spécial, effectivement. Peut-être la pratique de la méditation, c'est revenir à quelque chose de tout à fait ordinaire. Merci Eric Romeluer. Je rappelle que vous êtes enseignant dans la tradition zen et vice-président de l'Université bouddhique européenne. Merci.